L'analyse des classes sociales de Marx. Commençons par étudier les caractéristiques de l'analyse marxiste. Première caractéristique, c'est une analyse matérialiste. Ainsi, chaque société est caractérisée à un moment donné par un mode de production spécifique. Un mode de production est alors défini d'abord par des forces productives, c'est-à-dire des moyens de production. Ces forces productives vont alors déterminer le deuxième élément du mode de production, les rapports de production. Ce sont les rapports de propriété des moyens de production. Ces rapports vont alors définir les classes sociales, selon la place qu'elles occupent par rapport à la propriété des moyens de production. Ainsi, les infrastructures, c'est-à-dire la dimension économique, vont déterminer la superstructure, c'est-à-dire les dimensions sociales, politiques, culturelles et religieuses. Deuxième caractéristique, une analyse holiste et déterministe. Les forces productives définissent donc les modes de production qui vont alors déterminer les hommes. Ainsi, les hommes ne sont pas maîtres de leur destin. Ils sont déterminés par le contexte matériel et les rapports de production qui en résultent. Troisième caractéristique, une conception finaliste ou téléologique de l'histoire. Ainsi, les modes de production vont se succéder inéluctablement. Dans un premier temps, les forces productives sont cohérentes avec les rapports de production. Le mode de production est viable. Simplement, arrive un moment où les forces productives vont entrer en contradiction avec les rapports de production. Dans ces conditions, le mode de production est condamné à la destruction. Ainsi, des révolutions économiques, sociales et politiques vont avoir lieu. Elles vont aboutir à la destruction de l'ancien mode de production et à la création d'un nouveau mode de production adapté aux nouvelles conditions matérielles. L'histoire est donc écrite à l'avance, selon Marx. Passons au concept essentiel de Marx, les classes. Selon Marx, les classes naissent de la lutte des classes. En effet, cela résulte de sa définition de la classe sociale. Une classe est un ensemble d'individus qui occupent la même place dans les rapports de production. Ils sont propriétaires ou pas des moyens de production. On parle alors de classe en soi. Mais ce n'est pas suffisant pour devenir une vraie classe. Il faut qu'ils aient conscience d'appartenir à cette classe. La classe naît dans la lutte. On parle alors de classe pour soi. Il y a donc une conception réaliste. Les classes sociales existent. Elles sont mobilisées. La lutte des classes est donc une caractéristique structurelle des sociétés. En effet, l'histoire de toute société n'est que l'histoire de la lutte des classes. Dans tous les modes de production, deux classes fondamentales vont s'opposer. C'est une conception dichotomique, ou bien on parle de bipolarisation. En effet, deux possibilités vont apparaître. Soit il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les forces productives et les rapports de production. Dans ces conditions, il y a des luttes qui préparent à la révolution. Dans l'autre cas, il y a une contradiction entre les forces productives et les rapports de production. La révolution va alors détruire l'ancien mode de production et faire apparaître un nouveau mode de production. Et avant le mode de production capitaliste, la disparition de l'ancien mode de production génère certes un nouveau mode de production, mais aussi de nouvelles classes et donc de nouvelles luttes. Étudions maintenant spécifiquement le mode de production capitaliste. Il y a une bipolarisation, c'est-à-dire deux classes. La bourgeoisie, qui est propriétaire des moyens de production, et le prolétariat, qui n'est pas propriétaire des moyens de production et donc obligé de vendre sa force de travail pour vivre. La lutte va résulter de l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie. En effet, la propriété des moyens de production est la source de l'exploitation. Les ouvriers et les bourgeois ne sont que formellement égaux. La bourgeoisie a le monopole des moyens de production. Elle peut donc vivre durablement grâce à son capital accumulé. En revanche, le prolétariat a seulement sa force de travail. Et donc, il est contraint de travailler pour pouvoir vivre. Les ouvriers sont donc obligés d'accepter les conditions qui leur sont imposées par les bourgeois. La bourgeoisie exploite donc le prolétariat. La mesure de cette exploitation sera la plus-value. En effet, l'ouvrier reçoit un salaire fixé au minimum qui doit lui permettre d'assurer la reproduction à la force de travail. Mais ce salaire est inférieur à la valeur produite par le travail du salarié,
car seul le travail crée de la valeur selon Marx. La plus-value est alors la différence entre la valeur produite par le salarié et le salaire. Cette plus-value va être accaparée par les capitalistes et on peut parler d'exploitation car seul le travail crée de la richesse selon Marx. Et donc, cette plus-value et cette exploitation expliquent la disparition programmée du capitalisme. En effet, il existe une concurrence effrénée entre les capitalistes. Chacun veut augmenter sa compétitivité, et pour cela va remplacer les ouvriers par des machines. Cependant, la création de richesse va baisser, puisque seul le travail crée de la richesse. Il va y avoir aussi une augmentation du chômage. L'exploitation va donc être renforcée. En effet, pour éviter la diminution de la plus-value et donc la baisse du taux de profit, la solution de la bourgeoisie est de baisser les salaires. Si on ajoute l'augmentation du chômage, ce que Marx appelle l'armée industrielle de réserve, il va y avoir une paupérisation des ouvriers, et donc un développement des luttes qui, à terme, génère la disparition du capitalisme.